Diable Jump. Yo les bros, c'est Godji, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour la review du chapitre 908. Chapitre, encore une fois, toujours dans la veine de ceux de la rêverie, des chapitres de la rêverie, qui donc promet d'être juste oufissime. Et il y a énormément de trucs à vous dire, j'ai énormément de trucs à vous dire, c'est juste dingue. J'ai 3 pages de notes, ça m'arrive jamais. Et donc voilà, donc on va voir, etc. On va commencer plus simplement, cette fois, donc voilà, j'ai bien lu le chapitre en anglais, encore une fois, je suis désolé. Cependant, j'ai pas dû me tromper, parce que la dernière review, je m'étais trompé sur pas mal de points, etc. C'est vrai que j'avais pas bien compris le truc du Rox et tout. Enfin, j'avais quand même parlé de l'alliance entre Big Mom et Kaido, mais il y avait des trucs que j'avais un peu zappé, que j'avais oublié. Il faut savoir que beaucoup m'ont dit, ouais, mais Godji, si tu galères avec l'anglais, n'hésite pas à regarder en français ou quoi. Le truc, c'est que moi, en fait, je ne peux enregistrer le vendredi que le vendredi matin, et le vendredi matin il n'y a pas encore la traduction de Scantrad, donc d'ailleurs je vous conseille de regarder vos scans chez Scantrad quand ils sortent. Allez-y, c'est eux qui font la première traduction du chapitre, c'est eux qui sont la source même de nos chapitres hebdomadaires, donc il faut mettre en avant ceux qui sont à l'origine de ce bonheur incommensurable que nous procurent les chapitres de One Piece toutes les semaines. Donc voilà, les autres ne font que se le réapproprier parfois ils le traduisent, mais c'est un peu plus rare, mais sinon voilà, vraiment voilà. Donc c'est ça que je voulais vous dire, donc là normalement ça va, c'est vrai que je préfère le lire en français aussi, mais là normalement je vais bien tout piger ensemble, même si c'est en anglais, et d'ailleurs j'en ai plein de trucs à vous dire, c'est juste dingue les gars, c'est insane, vraiment. Alors étonnamment, le chapitre il commence en douceur, mais vraiment, c'est une douceur le début du chapitre, c'est une sucrerie, parce que tu as en fait une interaction entre Shirahoshi et Mancheri. Donc c'est les deux princesses, la plus grande princesse sirène, et puis la toute petite princesse naine, finalement, des Tontata. Et donc voilà, elle a soigné en fait les blessures de Shirahoshi suite à son espèce d'agression à cause des Tenryubito, etc. Je vais pas vous rappeler le chapitre précédent. Et donc voilà, elle a soigné et tout, c'était une mignonnerie sans précédent. Ensuite, il y a un débrief entre Myosgard, Neptune et puis les autres Mugiwara, enfin les autres alliés de Mugiwara qui étaient présents. Alors, premièrement, on apprend que la rêverie, elle va durer 7 jours, donc ça c'est une information qu'on n'avait pas avant il me semble, donc c'est très intéressant à prendre en compte. 7 jours c'est très long, et Myosgard se porte volontaire en fait, se porte garant de la sécurité de Shirahoshi pendant 7 jours. Et un autre truc, c'est Léo qui demande à Myosgard si durant, sous la protection de ce dernier, il peut battre n'importe qui, en gros, s'il peut se défendre, ou du moins ne pas avoir peur des représailles de Tenryubito si jamais il fout un point à quelqu'un. Ce à quoi Myosgard répond que non, il en prendra l'entière responsabilité. Alors là, déjà, il y a 2 trucs qui me font tiquer. Comme je disais, 7 jours c'est terriblement long, et ça m'étonnerait que Myosgard parvienne à rester en vie jusque-là. Avec le fait, il est dans un monde où tous les nobles, tous les Tenryubito sont de la même espèce que Carlos au final. Le mec qui l'a tabassé. Ça m'étonnerait vraiment que Myosgard n'ait pas de représailles. Ça m'étonnerait que les Tenryubito... S'il te plaît, tu vas pas me faire chier, toi. Ça m'étonnerait que les Tenryubito se laissent faire, genre... acceptent que quelqu'un ne soit totalement dans leur différence, comme ça, dans une optique de protéger les humains. On a bien vu comment ça a fait avec, justement, sans doute son frère, hein, donc Hisote, donc Hirote, Homing, donc c'est le père de Doflamingo. On a bien vu qu'ils étaient du coup détestés par les Tenryubito, en plus d'être détestés par les humains, parce que justement ils voulaient avoir ce statut un peu plus libre, etc. Enfin bref, du coup, moi ça me paraît... Je parierais pas sur le fait que Myosgard il reste en vie jusqu'à la fin de la rêverie. Honnêtement, je pense qu'il y aura un truc. Et ensuite, d'un autre côté, quand Léo demande s'il pourra se battre et tout sans conséquence, ça confirme juste le truc en fait qu'il va y avoir une autre baston, il va y avoir un autre problème. Sinon, ça servirait à quoi? Je veux dire, Oda il a mis cet élément là, c'est pour nous dire tiens, regarde, Léo, c'est bon, tu peux faire ce que tu veux, de toute façon, tu vas avoir un fight bientôt, donc tu pourras te défendre, t'inquiète pas. Pour moi, c'est exactement ça. Donc, faudra voir par la suite, mais je pense pas me tromper sur le coup, là, vraiment, ça va... Non, ça pue la merde, hein, on va pas se le cacher, c'est pas ouf, hein, voilà. Alors, par la suite, on retrouve Pell, ça fait super longtemps, il a survécu, c'est cool, donc on l'a pas revu depuis l'arc d'Alabasta, normalement on l'a vu peut-être dans les mini-aventures, mais c'est tout. Et donc voilà, on l'a vu en fait, on apprend que Cobra est en entretien avec King Riku et Fujitora. J'étais en train de regarder dehors pour trouver l'inspiration, c'est beau. L'horizon me gâte de ses délices esquis et intenses. On apprend aussi que, est-ce qu'il n'y aurait pas, entre Riku, Fujitora et Cobra, il n'y aurait pas une sorte d'entretien à propos des Mugiwara? On sait que Fujitora, il a quand même vachement aidé les Mugi, il y a eu le truc avec Riku et tout, enfin... Je pense que là, encore une fois, il va y avoir peut-être un petit complot qui se monte pas contre les Mugiwara, mais justement
pour parler un peu de toute la misère du monde et à quel point les Mugiwara sont importants dans la suite en fait. Encore une nouvelle révélation page d'après. Alors t'as une vieille femme sous le nom de Connie, qui se fait appeler Connie, qui se dit être la reine du royaume de Sorbet, qui donc demande à rentrer dans la ville des Tenryubito. Les gardes ne veulent pas, etc. Sauf que c'est à ce moment-là qu'en fait, Roseward, le père de Carlos, sort en fait pour voir l'état de son fils qui s'est fait marabouter la tronche par Miosgard. Et du coup, on profite de cette petite agitation pour filer entre les pattes du garde et rentrer dans cette fameuse ville. Sauf que Roseward, il avait quoi comme monture d'après vous? Petit indice, c'est un personnage qui a sauvé les Mugiwara, c'est lui qui a fait toute l'ellipse des 2 ans au final, et je pense que c'est à celui qu'on doit le plus, parce qu'il a sauvé le Sunny, etc. Ce personnage que Roseward se sert comme monture, comme je ne sais quoi, est simplement Kuma. Et là les gars, j'ai une rage immense qui s'est développée d'un coup, c'était horrible, un putain de calvaire à regarder. Tu as Kuma qui est là, réduit en esclavage, c'est un cheval qui sert de monture au Tenryubito. Roseward qui lui plante épée dans le dos, qui le frappe à coups de marteau, une scène vraiment, ça fait longtemps que ça m'avait pas autant trituré le bide. Genre, je sais pas quoi dire vraiment à propos de cette scène, c'était vraiment juste horrible. Sauf que là, on a encore des infos ultra importantes. La fameuse Connie qui est passée à travers les mailles du filet est en réalité Jewelry Bonnie. Donc on ne sait pas vraiment quel âge elle a. Et donc elle peut vraiment être la reine du royaume Sorbet, quel que soit son âge. Sauf que il y a Kuma qui a été introduit comme étant le roi du royaume Sorbet. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose entre ? Je ne sais pas, mais j'ai quelques théories à faire. Pour l'heure, on ne sait pas réellement si Bonnie est réellement la reine du royaume de Sorbet, donc Kuma est le roi. Simplement parce que du coup, Kuma a vraiment été introduit comme étant roi du royaume de machin. Jewelry Bonnie, elle, quand on revoit son prénom avec son nom, etc. et son statut de supernova, on ne voit pas genre reine du royaume Sorbet. On le voit juste avant, mais pas là. Donc est-ce qu'il y a vraiment, est-ce qu'elle se serait pas faite justement passer pour la reine, alors que c'est pas vraiment le cas? Je ne sais pas. Là-dessus, il faut rester un peu prudent. Je suis pas sûr que ce soit vraiment elle, mais bon, bref, admettons. Le truc, c'est qu'il y a quand même grande chance que ce soit le cas, parce que finalement, quand elle voit Kuma, du coin de l'œil, elle a une larme. On sait que Bonnie est très émotive, on l'a déjà vu plusieurs fois par le passé, et elle lâche une grosse larme en le voyant, et donc elle se jure de... Enfin, elle peut pas laisser passer ça, en fait. Et parce qu'elle voit justement Kuma comme ça. Donc, est-ce que Kuma et elle sont liés d'une quelconque façon? Il y a de grandes chances. Et voilà, c'était une scène terrible, vraiment. Mais clairement les gars, concernant Kuma, je suis intimement convaincu qu'il n'est pas mort à l'intérieur. Je suis sûr qu'il a encore un minimum de conscience. Je sais pas vous expliquer pourquoi, mais je suis sûr qu'il a un minimum de conscience et que tout ce qu'il subit là, tout ce qu'il endure, c'est quelque chose justement il subit, il arrive à l'endurer et il va se réveiller, il attend juste en fait le moment propice pour donc pas se réactiver, mais vraiment pour se relever en fait. Si vous voulez, je pense vraiment que voilà, là il est juste en train de souffrir sa race, et qu'il dit rien, il se fait passer pour un robot, pour quelqu'un justement de totalement mort et vide, mais que voilà, surtout que par la suite vous allez voir que ça risque d'être super cohérent, parce que finalement on apprend que voilà, Sabo, ainsi que les 3 autres révolutionnaires, donc Karasu, Lindbergh et Morley, sont donc sous la terre en train de justement de planifier comment ils pourraient récupérer Kuma, parce que c'était une de leurs buts, en fait c'est leur but de récupérer Kuma, parce qu'ils l'ont vu dans cet état et ils peuvent pas donc le laisser comme ça. Comme il disait, de toute façon, soit on le récupère, soit on meurt. Donc ils ont vraiment pas le choix. Et pour moi, là, ça ferait vraiment un truc comme quoi Kuma ne serait finalement pas si mort que ça, et qu'il aiderait les révolutionnaires à s'enfuir, et que voilà, il va se relever une dernière fois contre les Tenryubito. À un moment, il va se réveiller, il va reprendre conscience, ou du moins il va briser ses chaînes, et si vous voulez, il va exploser les Tenryubito. C'est quelque chose que je vois totalement, et je pense que ça serait juste ultra logique en fait pour le déroulement. Ça m'étonnerait vraiment que Kuma soit laissé comme ça, qu'il soit totalement mort, ou... Enfin voilà, de toute façon ils vont sûrement réussir, les révolutionnaires, à le récupérer, mais voilà, il faut voir par la suite comment ça évolue. Et voilà, en tout cas Lindbergh dit quelque chose de ultra intéressant, c'est que Kuma est en fait la preuve parfaite que rien ne peut aller à l'encontre des dieux, et qu'en fait, qu'il soit roi ou quoi, parce que comme je disais, Kuma était apparemment le roi du royaume de Sorbet, qu'il soit roi ou quoi, peu importe, ça ne changera rien, les Tenryubito peuvent assouvir n'importe qui. Grosse ambiance, génial, hein, on aime beaucoup. La rêverie, c'est bien, hein. Ah oui, c'est bien. Par contre, voir des Tenryubito à chaque scan, au bout d'un moment, on va pas se le cacher. Hein. C'est vite... Ça fout vite la gerbe, en fait. Je pense que c'est juste ça. Mais après, ça va. Franchement, avec un petit saut à côté, ça passe. Alors, la scène d'après compte, en fait, une immense... la conférence, en fait, des rois, où il y a 50 rois que j'ai compté un par un.
Et donc voilà, qui sont présents autour d'une table, d'une immense table ronde, etc. et qui attendent donc la conférence, la réunion. Et là par contre on arrive dans le vif du chapitre, parce que là déjà la vidéo elle dure longtemps et j'ai énormément de choses à dire encore maintenant. Ah oui, pauvre, j'ai quelque chose à dire, oh là là, oh maquet. Alors on retrouve le Gorosei qui pour la première fois n'est pas dans leur pièce habituelle, celle qu'on voit tout le temps, etc. On les voit ailleurs. Ils sont dans un couloir, ils se dirigent vers un autre endroit. Ok, NP. Ils discutent à propos de Cobra qui aurait justement demandé une rencontre avec eux, un meeting. En plus de le traiter voilà, de traître parce que lui et sa famille sont pas partis vivre sur Marie-Joise il y a 800 ans, ça c'est quelque chose qui a été dit déjà à de nombreuses reprises par le passé, pardon. Mais voilà, on sait que voilà, ils étaient liés au gouvernement mondial, ils ont fait partie des 20 royaumes fondateurs du gouvernement mondial, donc le royaume de Alabasta et de la famille Nefertari, mais que voilà, ils sont pas allés vivre avec eux sur Marie-Joise. Donc ils l'ont traité de traite, etc. Et là ils sont en train de craindre qu'il ait remarqué quelque chose. Qui se doute de quelque chose ou quoi, donc on ne sait pas. Ensuite, j'ai écrit quoi? Oui, voilà, aussi, ils reprennent le fait que la guerre de Marineford, etc., a créé des vagues, des remous qui ne cessent de perturber le monde encore maintenant, et que le monde, justement, pour contrebalancer un peu tout ce qu'il y a eu, mériterait, aurait besoin d'une grande purge. Ok, pensez à la grande purge, les gars. La purge, ok. Le monde. Ok. Alors, page d'après, on arrive dans la chambre des fleurs du palais Pangea, où on retrouve cette étrange silhouette qui était présente devant le grand chapeau de paille, hein, dans le chapitre 906. Et on apprend que il, ou du moins elle, parce qu'on ne sait pas vraiment, je pense que c'est une femme, mais s'appelle Im. I-M. Alors, je sais pas comment ça va être... phonétiquement, je sais pas comment ça va sortir, c'est peut-être Ime, ou je ne sais pas. En tout cas, c'est écrit Im. Bref. Et il y avait à ses pieds 3 photos. 2 avis de recherche de Luffy et Barbe Noire, et une photo de Shirahoshi. Alors, les avis de recherche sont découpés en plusieurs morceaux, abîmés, etc. Tandis que la photo de Shirahoshi est transpercée d'une lame, voilà, d'épée. Alors, le personnage se dirige vers le trône vide, avec une photo de Vivi. Ça, c'est très intéressant à noter, c'est très important. Prend place sur le trône qui est censé être vide et qui n'est pas censé recevoir d'occupants, devant le Gorosei qui est agenouillé. Et le Gorosei lui demande une seule chose. La lumière qui doit être éradiquée de l'histoire, avez-vous décidé de qui ça sera? Si vous avez un nom, dites-le nous. Fin. Fin sur ce putain de chapitre, les gars. Fini. Maintenant, théorie. Alors ça se finit vraiment comme ça, les gars. Donc vous l'avez sans doute vu pour regarder la review. Ça se finit comme ça. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi je suis sûr d'avoir découvert l'identité de ce personnage. Je connais pas son nom. Enfin, peut-être que si. Mais je vais vous expliquer pourquoi ça me paraît logique que ce personnage soit la chose que je vais vous dire. Les gars, ce personnage est sans aucun doute une putain d'arme antique. Attendez voir, je vous explique. Ça paraît beaucoup trop logique. Les armes antiques sont humaines. Au début on doutait, etc. Ouais, Pluton c'est un bateau, comment ça se fait que les autres armes antiques, alors comme Shirahoshi, peuvent être humaines? C'est pas normal, machin et tout. Les gars, les armes antiques sont humaines. C'est une référence aux 3 dieux qui étaient présents donc, sur la Lune, qui sont redescendus sur Terre, qu'on a vu sur la fresque des nerfs. Il y a 3 dieux, et ces 3 dieux sont Uranus, Pluton et Poséidon. Poséidon était un humain, enfin était un dieu quoi du coup, et son pouvoir s'est transmis de génération en génération jusqu'à arriver à Shirahoshi. Pluton, c'est sans aucun doute aussi un humain, enfin une personne vivante. Ce n'est pas un bateau. Pluton, je pense que c'est le constructeur du bateau. Ou du moins celui qui crée les plans, ou du moins voilà, celui qui a la possibilité de créer ce bateau, d'une puissance colossale. Et Uranus, c'est sans aucun doute cette personne qu'on vient de trouver là. Pourquoi ça serait logique que ce soit cette personne? Je vous explique, la puissance des armes antiques, quelque chose qui est demandé, en fait c'est la chose qui est le plus crainte par le gouvernement mondial, parce que ça a la capacité de détruire le monde. Au moins une des 3 armes antiques présentes dans le monde est obligatoirement sous la responsabilité du gouvernement mondial, au moins une. C'est pas possible autrement, le gouvernement mondial, c'est la puissance, c'est la plus grande puissance du monde. Ils ne peuvent pas ne pas avoir au moins un atout de ce côté-là. Ils ne peuvent pas ne pas avoir justement d'armes antiques. C'est impossible, les gars. Ça serait illogique et incompréhensible. Depuis le temps qu'ils sont ancrés dans le monde, avec tous les secrets qu'ils connaissent, c'est impossible qu'ils ne connaissent pas ça. Poséidon est donc entre les mains, on va dire, des pirates, du côté de Luffy, des gentils. L'autre est du côté de la justice. Donc ça serait Uranus, qui serait du côté de la justice, du côté de voilà, du gouvernement mondial. Pourquoi je pense à Uranus? Pourquoi je dis pas Pluton? Parce que pour moi, Uranus est le dieu du ciel, etc. Et Marie-Joise est vraiment placée au-dessus des nuages.
Pour moi, c'est la symbolique parfaite que Uranus se trouve, voilà, c'est sans aucun doute le ou la reine de Marie-Joise, du monde, c'est la personne qui a le plus de pouvoir au monde, et pour moi, c'est logique que ce soit Uranus qui soit voilà, dans le ciel, comme se trouve Marie-Joise, etc. Et Pluton serait donc possédé, ou sera possédé par Barbe Noire. Dans la répartition des forces, ça me semble logique. Et donc, bah voilà, Barbe Noire soit va rencontrer quelqu'un qui aura cette puissance, ou alors, ça sera carrément un territoire neutre, genre style Elbaf, style Wano Kuni. Une de ces nations neutres auront sans aucun doute une arme antique. Ok, donc de ce côté-là, très bien. Encore autre chose, Hime, donc cette personne, a pris les avis de recherche. Et justement, dans ces avis de recherche, on voit Luffy, Barbe Noire et Shirahoshi. Luffy et Shirahoshi sont liés parce que, du coup, arme antique dit, il y a vraiment moyen de faire quelque chose. Luffy est un dit, Shirahoshi est une arme antique en plus qui a cette fameuse épée plantée au milieu du visage sur la photo. Donc là, je pense que cette personne sait que Shirahoshi est une arme antique et Poséidon, et du coup, elle y trouve une sorte de haine envers elle. Voilà. La photo de Barbe Noire, en plus du fait que ce soit un dit et que ce soit, bah, voilà, en fait, comme on disait, c'était l'une des lumières du monde qui donc a la capacité de tout faire changer, parce que Barbe Noire et Luffy, ce sont sans doute les plus destructeurs du monde, plus que Kaido et Big Mom, parce qu'en plus de que ce soit des dits, ils auraient des pouvoirs d'armes antiques sous leur ordre. Et concernant Vivi qui a pris, donc la femme a pris le truc de Vivi, Vivi, elle a toujours aussi un lien avec l'arme antique de Pluton, justement. On ne sait quoi, parce que, bah voilà, il y avait ce fameux poneglyphe sur Alabasta qui était normalement censé indiquer un truc de Pluton. L'emplacement de Pluton, etc. était censé paraître Pluton. C'est Crocodile qui nous l'a dit, ça m'étonnerait que ce soit pas le cas. Pour l'instant, Robin, elle en a pas encore parlé, mais sans doute que Alabasta, que Vivi a un lien avec une arme antique. Je dis pas que Vivi est une arme antique, non. Ça m'étonnerait peut-être, mais ça m'étonnerait. Mais il y a un lien. Et c'est pour ça que pour éviter peut-être de réveiller cette autre arme antique, Hime a pris cette photo de Vivi pour dire justement au Gorosei, tenez, regardez, voilà, c'est cette lumière que je veux éradiquer pour éviter de réveiller mes rivaux, entre guillemets. Avant, les dieux n'étaient pas rivaux, mais cette personne qui trône sur donc s'assoit sur le trône, pour moi, c'est l'atout du gouvernement mondial, du Gorosei. On voit que les Gorosei s'agenouillent, la craignent, ont peur. C'est leur atout, c'est leur truc. Et pour moi, c'est juste super clair qu'il s'agit d'une arme antique. Alors, je peux me tromper, les gars, totalement. Mais ça expliquerait beaucoup trop de choses. Je pense que demain ou dimanche, je vais vous ressortir une vidéo là-dessus. Parce que j'avais déjà en plus dans la semaine commencé à travailler sur une vidéo à propos des armes antiques, une petite vidéo. Et là, je pense que je vais vous expliquer plusieurs trucs et ça va vous faire tilt. J'avais aussi pensé que cette personne soit, comment dire, ultra âgée. Mais genre que ce soit, peut-être qu'elle est peut-être justement des centaines d'années, voire même qu'elle soit en lien avec le gouvernement, le siècle oublié. Je sais pas, c'est un peu, genre, voir ses gestes un peu, voilà, mélancoliques avec le petit papillon et tout, ça m'a fait penser un peu à ça, une vieille personne, vraiment, enfin, du moins une personne qui a énormément de vécu et qui s'ennuie. Et donc voilà, moi je pensais à ça. Alors du coup, normalement c'est bon, je regarde mes fiches, non c'est bon, j'ai plus rien à dire. C'est déjà pas mal, et voilà, je pense que... pas me tromper les gars. Dites-moi ce que vous en pensez, je vais vous sortir une petite vidéo justement samedi ou dimanche à ce propos. Et puis on verra, mais pour le coup, je pense que c'est assez strong. Je vous remercie les gars d'avoir regardé cette vidéo. Je vois que la review elle dure 30 minutes, là ça me fait très peur. Donc je vous dis à très bientôt, je pars au montage pour la proposer au plus vite. Et je vous remercie, je vous aime, et puis portez-vous bien, passez un très bon week-end. Et puis la semaine prochaine c'est post de One Piece, donc ça va faire du bien un peu pour Oda et même pour nous, histoire de tout digérer. Donc on essaiera de vous faire une petite vidéo vendredi, histoire de passer le temps. Ciao les amis, portez-vous bien, peace.